Moi, je pense que ça va mal finir, cette histoire. Tu as 1 milliard d'individus qui crèvent de faim, tu as la majorité de la population qui n'ont pas pris l'avion, qui ont une empreinte carbone extrêmement faible. Donc disons la vérité, il faut que les 10% les plus riches, les 1% les plus riches fassent des efforts. Il y a une majorité de Français, vous savez déjà, qui ne chauffent qu'une partie de leur pièce et pas d'autres pièces, qui ne chauffent pas quand ils ne sont pas là, qui ne prennent pas beaucoup de bains, qui minutent leur douche. Je veux dire, la France, elle est clairement là, sur beaucoup de points en voie de tiers-mondisation. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et analyser avec tous ces discours qui gravitent autour de nous où parfois on peut s'y perdre. Notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, à qui profite la guerre et la crise entre l'inflation et les prix de l'énergie, puis comment les cabinets de conseil privés extérieurs ont peu à peu la main mise sur l'hôpital public. En plus, Instant Porcher spécial aujourd'hui, on souhaite tous un joyeux anniversaire à Thomas. Joyeux anniversaire Thomas. Merci Lisa. Les profiteurs de guerre, les producteurs et les spéculateurs et leurs surprofits, c'est ce qu'a dénoncé Emmanuel Macron pendant le sommet du G7 en Allemagne la semaine passée. Il n'y a pas pire expression pour désigner le cynisme de ceux qui s'enrichissent pendant que le peuple ukrainien survit sous les bombes et pendant que l'inflation générée par ce conflit déferle sur toute l'Europe, écrit Renaud Dely dans son édito politique sur France Info. En effet, l'inflation s'emballe, les prix des carburants battent chaque semaine des nouveaux records, allant jusqu'à 2,10 €, 2,20 € le litre parfois. Se profile la fin du quoi qu'il en coûte. Le ministre de l'économie et des finances a mis en garde sur les conditions de financement de la France qui ont changé, alors que la majorité va devoir trouver un accord avec l'opposition sur le pouvoir d'achat. Tout n'est pas possible, a indiqué d'avance Bruno Le Maire la semaine dernière sur BFM. Les PDG de Total, Engie et EDF, quant à eux, ont appelé à une prise de conscience, je cite, et à une action collective et individuelle pour que chacun d'entre nous, chaque consommateur, chaque entreprise, change ses comportements et limite immédiatement ses consommations énergétiques, électriques, gazières et de produits pétroliers. Ils disent travailler ensemble au service de la cohésion sociale et de la transition durable de notre pays. Fin de citation. Donc, dans la crainte de pénurie entre le peu de gaz russe qui arrive et les conditions climatiques qu'on connaît, Thomas, est-ce qu'aujourd'hui on peut demander aux consommateurs de s'ajuster comme le demandent là les énergéticiens ? Je pense que non. En réalité, il faudrait qu'ils précisent un petit peu leur pensée. Demander aux Français de s'ajuster, je pense qu'il y a une majorité de Français qui s'est déjà ajusté. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français, vous savez, déjà qui ne chauffent qu'une partie de leur pièce et pas d'autres pièces, qui ne chauffent pas quand ils ne sont pas là, qui ne prennent pas beaucoup de bains, qui minutent leur douche, qui font attention à toute leur consommation, parce que la consommation énergétique, elle arrive souvent comme une surprise. Quand on voit notre facture arriver, on est souvent assez étonné parfois. Donc les gens se modèrent. Et ils font pareil pour les carburants. Donc leur demander un ajustement supplémentaire, c'est un ajustement qui est irréalisable. C'est-à-dire qu'il y a une élasticité des prix. À un moment, quand les prix augmentent, vous ajustez votre consommation quand vous le pouvez. Mais au-delà de cet ajustement que vous avez déjà réalisé, ça devient de la punition. Vous regardez l'essence pour la voiture, quand vous devez faire, 50 km par jour, ce qui est le cas quand même d'une grosse partie de la France. Je rappelle des chiffres encore, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens, c'est que le taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler à Paris, il est très faible, il est de 14%, quand dans le reste de la France, il est entre 75 et 85%. C'est-à-dire que la majorité des Français sont dépendants de leur voiture. Alors là, quel effort vous pouvez leur demander de faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont couper le moteur dans des pentes ? On ne peut pas faire plus d'efforts qu'ils n'en font déjà. Donc, faire peser tout sur les Français comme ça, faites des efforts, en réalité, la plupart des gens font déjà des efforts. Donc, il faut cibler un peu ce qu'on dit, et on devrait dire aux plus riches de, eux, faire des efforts. C'est-à-dire ceux qui ont les moyens de se payer des vacances, de prendre l'avion plutôt que de prendre le train, de se payer un week-end en prenant l'avion, de se faire couler 1 ou 2 bains, ou d'allumer la climatisation quand il fait chaud, ou d'allumer le chauffage quand il fait froid. C'est à ceux-là qu'il faut demander de faire des efforts. C'est-à-dire c'est ceux qui doivent se contraindre naturellement et qui n'ont pas de contraintes de budget. Les autres qui ont leurs contraintes de budget, les efforts leur sont imposés naturellement et ils les font déjà. Et là, on est un peu comme à chaque fois, comme dans la lutte contre le réchauffement climatique, où on dit qu'il faut que l'humanité prenne conscience. Mais c'est qui l'humanité ? Tu as 1 milliard d'individus qui crèvent de faim, tu as la majorité de la population qui n'ont pas pris l'avion, qui ont une empreinte carbone extrêmement faible. Donc disons la vérité, il faut que les 10% les plus riches, les 1% les plus riches fassent des efforts. Ce n'est pas l'humanité qui doit faire des efforts, il faut que ce soit une petite partie qui fasse ces efforts-là. Donc là, ils auraient dû un peu plus cibler leurs propos plutôt que de ratisser large comme ils l'ont fait. Justement, il parle de la responsabilité des gens, on parle très peu de leur responsabilité à eux. Ouais. Il y a même Emmanuel Macron là, qui met en avant, qui pointe du doigt des profiteurs de guerre, des profiteurs de crise, en parlant justement des compagnies de gaz, de pétrole, d'énergie. Est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre et de crise, comme le dit Emmanuel Macron ? Bien sûr, il y a des profiteurs de crise. Là, vous regardez, en fait, partout les prix du pétrole ont augmenté.
tous les grandes multinationales, pas le pompiste du coin, les grandes multinationales qui produisent et qui distribuent l'essence, qui produisent, extraient du pétrole et distribuent l'essence, ont profité de la hausse des prix. Une grande entreprise comme Total a eu des très grands profits parce qu'elle profite de l'exploration de la production de pétrole qui a un prix extrêmement élevé à cause du conflit ukrainien et russe. Pareil pour les traders. Les traders sur les matières premières, le pétrole, mais aussi le blé, profitent de la crise parce que les prix s'envolent. Et partout, de toute façon, pour un trader, dès qu'il y a des grosses variations, il y a des opportunités de gagner beaucoup d'argent. Or, les grosses variations qu'il y a eu là, ils en profitent. Et ils alimentent à la hausse les prix, comme ils les alimenteront ensuite à la baisse. Donc, il y a des profiteurs de crise et il faut les identifier. Parce qu'en fait, cette crise ukrainienne, et là, Macron l'a très bien dit, hein, hormis les aspects très graves, les morts, etc., les déplacés en Ukraine, qui sont extrêmement graves, qui sont au top de la liste des choses les plus importantes. Il y a l'inflation qui déferle sur l'Europe, c'est très clair, mais vous avez aussi le spectre de la famine qui règne sur une quarantaine de pays dans le monde. Je veux dire, vous avez des pays aujourd'hui qui importent 80% de leur blé de Russie et d'Ukraine. Donc ils l'importent à un prix extrêmement élevé. Et là, on sait très bien, les révoltes arabes, hein, on se souvient, ça avait commencé parce que vous aviez le prix du pain qui avait augmenté, vous aviez un jeune Tunisien qui s'était immolé par le feu. Donc tous ces pays sont très instables, avec la famine qui règne, et ça c'est dû à quoi ? Dû à une grosse partie des prix qui ont explosé, de la spéculation qui alimente ces prix-là. Donc il y a des profiteurs de crise, et je pense qu'il faut aussi les identifier, parce qu'on pourrait faire un impôt spécial sur ces profiteurs de crise. Dans les années 70, quand vous avez eu les chocs pétroliers, vous avez eu les prix du pétrole qui ont augmenté, les bénéfices des multinationales américaines du pétrole ont explosé, les majors pétrolières. Qu'a fait le gouvernement américain d'un pays libéral ? Il a taxé ces entreprises en disant voilà, c'est un profit imprévu, donc on le taxe. On pourrait faire exactement la même chose aujourd'hui pour les compagnies pétrolières qui profitent, ou les compagnies, les grands vendeurs de commodities qui profitent de ces hausses de prix. Justement, en parlant de ces marges, etc., tout autre sujet, enfin quand même lié, hein, il y a le président du comité stratégique des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui a estimé sur BFM la semaine dernière que la moitié des hausses de prix demandées par les industriels de l'agroalimentaire ne sont pas transparentes et sont suspectes. Et il a d'ailleurs appelé le Parlement à s'y pencher. Il a dit « J'aimerais bien que les députés ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qui se passe sur le front des prix depuis les transports jusqu'aux consommateurs », a-t-il expliqué. Hein. Et juste qu'il y a beaucoup de hausses demandées qui sont des hausses d'anticipation, voire de spéculation, hein, c'est ce qu'il dit. TF1, lui, de son côté, il a montré que les prix qui ont le plus augmenté récemment sont ceux des grandes distributions et pas forcément ceux des grandes marques. Et la chaîne, elle pointe aussi un transport maritime qui est passé de 1 300 à 7 000 euros le container en 2 ans, avec des compagnies donc, maritimes qui bénéficient de super profits. En tout cas, la montée des prix, cette idée que la guerre en Ukraine a bon dos, elle est quand même pas mal répandue. Et même notre président, on vient de le voir, vise les producteurs et les spéculateurs. Thomas, est-ce que l'idée de Leclerc de faire une enquête pour vérifier la hausse des prix, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il faut qu'on connaisse les marges. En fait, il y a une très grande méconnaissance des marges que font les entreprises. Il faut connaître ces marges-là. Il faut voir vraiment de l'amont, parce que le commerce international a dilué en fait les contrôles. Avant, il y avait une entreprise qui produisait, on pouvait tout connaître. Surtout quand une entreprise a produit en monopole, et que c'est un monopole public, normalement on a accès à toute l'information. Même s'il y a eu des travers dans des entreprises publiques, hein, comme l'affaire Elf, etc., on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de caisses noires et ainsi de suite. Mais si on veut enquêter sur quelque chose, voilà, on a une entreprise, c'est simple à trouver. Aujourd'hui, on a des entreprises qui ont beaucoup de filiales à l'étranger, dans des paradis fiscaux. On a le commerce international qui rend de plus en plus opaque les transactions qui sont faites. Donc c'est très difficile de maîtriser en fait la marge complète d'un produit de l'amont à l'aval. C'est très difficile, mais il va falloir qu'on s'y penche. Parce que là, on peut pas. Enfin, là, il y a des gens qui profitent, probablement qui reportent, qui ne sont même pas touchés, mais qui profitent de cette hausse-là. Il faut qu'on ait à un moment cette transparence-là. On a une transparence sur les bénéfices que font ces entreprises. Parfois, elles font des bénéfices en milliards. Mais on n'a pas de transparence sur le reste. Il faut savoir. Alors, ça va être difficile. Parce que moi, je me souviens que Hollande voulait bloquer les prix de l'essence à l'époque, hein, en 2012, et qu'après son élection, il a lancé une commission, c'était sous Moscovici, pour comprendre quelle était la marge des pétroliers. Combien de centimes il faisait ? Parce qu'il nous disait, en fait, selon l'Union française des industries pétrolières, il nous disait qu'il faisait 1 centime de bénéfice sur chaque vente de litres de carburant. 1 centime de bénéfice. Donc, il disait que c'est extrêmement faible. Ils ont voulu enquêter pour savoir. Et on n'a jamais su, même après l'enquête. Après l'enquête, le résultat, c'était que on ne sait pas trop, ça doit varier. Alors, on savait que Total faisait probablement des marges plus grandes sur la distribution d'essence
que Leclerc, qui en distribue également, et qu'ils en faisaient encore plus que les petits indépendants, les petits pompistes indépendants. Mais on ne savait pas réellement quelle était cette marge. On ne l'a jamais su, même après ce rapport-là. Donc il faut quand même à un moment aller voir, quoi. Il faut interroger les industriels, il faut comprendre quelle marge ils font. Et je pense que on gagnerait tous à connaître ça, déjà dans cette période de crise, mais même de manière générale. Pour la transparence, c'est bien qu'on soit au courant de quelle est la marge de chacun et comment elle est ventilée. C'est intéressant. Et c'est quoi les limites à ce type d'enquête? Qu'est-ce qui devrait être fait par les politiques selon toi? Ce que je viens de dire, c'est ce dossier de carburant, c'est-à-dire cette limite, c'est de ne pas avoir de réponse concrète. L'autre limite, c'est d'avoir une réponse mais de ne rien faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des rapports, mais super, à l'Assemblée, et puis ça n'aboutit à rien. C'est-à-dire qu'on découvre des choses. Moi, je vois des rapports, mais très très bons, sur plein de choses, sur l'hôpital, etc. Puis après, qu'est-ce qui est fait? Rien. C'est ça la limite des rapports. Mais parce que par exemple, il y a même des rapports qui ont été faits par des comités d'évaluation des réformes fiscales sur le CICE, sur la réforme de l'ISF, qui ont montré que ça n'avait pas du tout eu les effets escomptés. Ça n'a pas empêché Macron de dire que ça avait marché. Voilà, pourtant les effets étaient mauvais. Donc il faut voir après, le rapport n'est pas la finalité, comme le dit Leclerc. Mais moi je trouve ça bien pour la transparence d'avoir des informations. Puis ensuite, il faut en faire quelque chose quand même de ces rapports. Si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Il est possible que l'on soit allé trop loin. Comment les cabinets de conseil se sont installés à l'hôpital, c'est ce que raconte l'article du Monde publié ce week-end. Depuis les années 90, les consultants ont progressivement étendu leur toile dans les établissements, en faisant notamment la promotion de la politique de réduction du nombre de lits. Ce recours à un cabinet de conseil privé très cher pour s'occuper de services publics, c'est pas nouveau. On se rappelle du scandale McKinsey pendant la crise Covid, pendant les écoles, on en avait parlé pas mal dans l'instant Porcher. Dans cet article très intéressant que je vous invite à aller lire sur Le Monde, on apprend que les consultants extérieurs prennent de plus en plus de place dans les hôpitaux pour les transformer en véritables entreprises. Je cite, « Il nous expliquait que l'hôpital de demain serait un aéroport, on rentre, on opère, on sort », utiliser des expressions comme redimensionnement capacitaire, sans nous dire à l'époque que ça signifierait près de 25% de lits en moins, raconte un médecin. Thomas, pourquoi l'État français s'est mis à embaucher comme ça des cabinets de conseil? Alors, il faut bien comprendre que si on en est arrivé à ce point-là, c'est que nos dirigeants, donc les gens que nous mettons au pouvoir, étaient persuadés que l'État fonctionnait mal. Ça, c'est la première des choses. C'est ça qui est paradoxal. C'est l'État qui embauche des cabinets de conseil. Je veux dire, ce n'est pas les cabinets de conseil qui font des notes en critiquant le fonctionnement. C'est l'État qui donne de l'argent public pour embaucher des cabinets de conseil pour qu'ils leur disent de faire, grosso modo, des économies. Le redimensionnement, c'est des économies. Parce que vous savez, quand on baisse les coûts, on augmente le bénéfice. Donc là, le but, c'était de faire des économies. Donc c'est vraiment qu'il y a eu, dans les grandes écoles de formation de nos dirigeants, donc l'ENA, parce qu'ils ont fait l'ENA, il y a eu clairement des enseignements qui disaient que le public dépensait, que l'argent dépensé dans le public, c'était comme si on l'achetait dans un trou noir, que ça ne servait à rien, c'est à peu près ça, que si on laissait les grands médecins ou les grands chercheurs demander des moyens, eh ben, ils allaient en demander plein pour ne rien faire avec. Il y a eu cette idée-là qu'il fallait qu'il y ait de la surveillance du secteur public. Et pour qu'il y ait de la surveillance du secteur public, il faut qu'il y ait des plans. Et pour que les plans soient crédibles et pas des plans où on dépense tout le temps, il faut que ce soit fait par des cabinets privés. Ça commence comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, les dirigeants, je ne parle pas de ceux qui sont dans les services, les dirigeants politiques et les cabinets de conseil, c'est presque les mêmes en fait. Ils sont quasiment interchangeables dans leur façon de penser. Donc ça a commencé comme ça. Et donc là, qu'est-ce que font les cabinets de conseil? Ils font ce que l'on a dit encore depuis des années. Comme les fonctionnaires sont improductifs, comme il faut dégraisser le mammouth, comme disait un ministre, ou qu'il ne faut pas que les enfants aient leur dette dans leur cartable, comme disait un autre ministre, il faut faire des économies. Donc on se dit, tiens, cette infirmière, je ne sais pas moi, elle s'occupe de 4 malades, elle peut peut-être s'occuper de 6 malades. Telle personne, on va mettre tel process en route pour faire une économie de tant de temps, et ainsi de suite. Donc c'est des économies. Mais personne ne s'est intéressé à la dégradation, en fait, pour l'usager, parce qu'à l'époque, c'est ça, un service public, c'est pas un client, c'est un usager, la dégradation pour l'usager. Et là, on paye, en fait, 20 ans à l'hôpital, mais partout. Dans les transports, dans l'éducation, partout. On paye 20 ans en fait, de logique d'économie imposée par des cabinets de conseil, mais aussi par la formation de nos dirigeants politiques. Et pourquoi les hauts fonctionnaires, ils n'ont pas fait entendre leur voix à ce moment-là? Parce que justement, ils sont interchangeables. En fait, aujourd'hui, on a des hauts fonctionnaires, on le voit bien, on a des gens qui vont bosser en politique et qui vont après se retrouver à la tête de grands groupes. Je veux dire, ça choquerait personne d'avoir un ancien dirigeant de la sécurité sociale qui se retrouve chez AXA. Ça ne dérangerait personne en réalité. On a même un président qui était aux finances, qui a été banquier chez Rothschild. Ça ne choque plus personne. On a des commissaires européens qui vont passer du climat à Volkswagen, de l'Europe à Goldman Sachs. Ça ne choque plus personne. Et pourquoi en fait c'est normal? Parce que les gens pensent la même chose. Vous regardez les rapports de Bercy, les rapports de la Cour des comptes,
C'est des rapports qui vont toujours dans le même sens, le sens de la casse du secteur public. Les économies à faire, les postes de fonctionnaires à supprimer, les économies sur les suppressions de lits, les économies sur les collectivités locales qui fait qu'on n'a plus personne dans les crèches ou dans les cantines ou même dans les chauffeurs de bus. On est dans cette logique-là. Et au début, cette logique-là, elle a frappé très fort. En fait, les zones où il y avait moins d'activité, c'est-à-dire les zones des territoires. Maintenant, ça nous touche aussi à Paris. Vous allez aux urgences, vous avez des temps d'attente énormes, vous avez trop peu de personnel, et ainsi de suite. Ça touche tout le monde maintenant. Je veux dire, la France, elle est clairement là, sur beaucoup de points, en voie de tiers-mondisation. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ce n'était pas du tout le cas avant. On avait quand même le meilleur système de santé dans les années 2000. Aujourd'hui, là, c'est une catastrophe. Et je ne vois pas, moi, dans les politiques qui sont mises en place, Macron en 2017, même Hollande avant, et même le nouveau Macron, même si on ne connaît pas grand-chose de son programme, je ne vois pas, moi, quelque chose qui pourrait infliger un nouveau départ sur les services publics. On est toujours dans la même logique que, alors on ne va pas peut-être économiser trop, parce qu'on a vu que ça faisait du mal avec le Covid, donc on va économiser moins. On est toujours dans le terme de l'économie. On n'est pas dans le terme d'un vrai plan Marshall de relance du secteur public. Pourtant, là, tous les Français, on voit les conséquences, des conséquences tous les jours. Il y a de moins en moins de médecins. Vous prenez un rendez-vous pour un dermatologue, il y a de moins en moins de dermatologues. Il y a de moins en moins de puéricultrices. Enfin, c'est une vraie catastrophe, là. Donc je ne sais pas quand est-ce que les Français vont se réveiller, parce que les premières victimes de ça, c'est la majorité des Français, en fait. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à contourner les services publics quand ils ont des moyens. Le service public, c'est le patrimoine du pauvre. Donc quand vous faites des économies, en fait, vous tapez toutes les classes les plus populaires. Et c'est quoi le bilan de tout ça, selon toi ? Le bilan, on le voit sous nos yeux, c'est 70 000 lits supprimés en 15 ans. Là, on le voit bien, quelqu'un de Capgemini qui est dans cet article du Monde, quelqu'un de Capgemini qui est très fier de voir supprimer des lits. Vous appelez aujourd'hui des services publics, on essaie que vous fassiez tout en ligne ou que vous ne vous déplaciez pas parce qu'il y a trop d'affaires à traiter pour un trop petit nombre de personnes. Donc on la voit, la pénurie, elle est partout. Vous avez un enfant, vous allez à la mairie pour demander une place en crèche. La première chose qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de place en crèche. Faites attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin, il y a pas assez d'accès au logement pour les plus pauvres, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux qui fait qu'à la fin, en fait, les gens demandent la privatisation. Ils la demandent, ils disent non mais c'est bon, privatisez-moi ça, on veut plus de service public qui ne fonctionne pas, on préfère du privé. Mais le privé, ce sera la même chose. Ce sera ce que l'on observe partout, c'est-à-dire on vous enverra des gens qui seront précaires pour vous installer chez vous des fibres et ainsi de suite. Ça ne marchera pas, tu appelles, tu tombes sur un service client délocalisé. On sera toujours dans cette logique-là. Donc la vraie réponse à ça, moi je pense, c'est plutôt de faire en sorte que le service public soit plus puissant, et pour ça il faut qu'il y ait un investissement massif. Pour qu'il y ait un investissement massif, il faut trouver des ressources, et notamment des ressources fiscales chez les plus riches. Mais visiblement, ce type de débat n'intéresse personne. Même s'il a progressé dans la tête des gens, et on voit Macron qui peut tenir des discours aujourd'hui un peu plus de gauche, dans les faits, on reste sur des logiques, et moi j'attends de voir le premier budget, sur des logiques où on économise, etc. On fait des ajustements pour montrer qu'on n'est pas trop violent, mais on reste dans une logique d'économie sur le long terme. Moi je pense que ça va mal finir cette histoire. Et puis, dernière question bonus, c'est tombé hier par communiqué, le nouveau gouvernement est en place, beaucoup restent en poste, il y a quelques changements de portefeuille, on assiste au retour de Marlène Schiappa, nommée secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, et le retour de Sarah El Haïry comme secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel comme avant. On note le départ de Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, sous le coup d'une enquête pour tentative de viol, remplacé par Jean-François Combe, directeur général de la Croix-Rouge. Comme prévu, les ministres Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin quittent, elles, comme prévu, donc le gouvernement après leur défaite aux législatives, et Olivier Véran devient porte-parole du gouvernement. Les nouveaux venus sont de droite, de gauche ou plutôt macronistes. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce remaniement? Est-ce qu'il reflète ces dernières élections législatives? Alors moi, sur la psychologie de Macron, je me rends compte que Macron, dès qu'il sent qu'il va perdre, il s'adapte pas à la situation. Il se renferme sur lui-même, il devient encore plus macroniste qu'il ne l'était au départ. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il commence par faire genre, je m'excuse, j'ai très bien compris, j'organise un grand débat complètement pipé, et puis à la fin, je te donne un petit truc, et puis je continue à faire du macronisme, je parle de la réforme des retraites un mois après, on continue. Là, il a fait la même chose. J'ai compris législative, j'essaie de faire un grand gouvernement de coalition, je fais genre, je rencontre les mecs, vous voulez pas, d'accord, ok, très bien. Donc je fais mon gouvernement de macroniste très resserré, très resserré, avec des professionnels de la politique. Voilà, Madame Schiappa, elle débutait il y a 5 ans, et maintenant elle est habituée à ça, elle va ferrailler sur les plateaux. Voilà, on reprend ces gens-là. Et voilà, on dit, maintenant, moi, le peuple a voté, je vous ai proposé l'Alliance nationale, vous ne la voulez pas, je fais mon gouvernement, et puis on va faire mesure par mesure. D'ailleurs, première mesure, la mesure du pouvoir d'achat, on va voir si les oppositions sont pour ou sont contre, puis après on fera le budget, on ira tracter un peu à droite, et ainsi de suite. Mais je reste sur ma ligne, parce que moi j'ai été élu par les Français, et point barre. Et à vous de vous adapter. Il a toujours été comme ça, Macron. Donc il continue à faire cette ligne-là.
Puis on verra ce que ça donnera. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça a assez bien fonctionné pour lui. Donc c'est pour ça qu'il continue, je pense. Voilà. Donc on verra dans les premières mesures qui seront passées. Merci beaucoup d'avoir suivi cet Instant Porcher. Et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média différent et une information indépendante. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas, à qui on souhaite son anniversaire encore, et avec vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Merci pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Au mois de mars, le média était au bord du gouffre. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous. Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal, et voici la réponse. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis 3 ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil? Je vois pas comment on peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent public de contribuables n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance, libres et gratuits. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20h. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose? Non, à voilà, 80%. merci. Voilà les gars, et je le vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison? Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout! Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car le média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon dedans. Et un format de l'ambition de Toujours debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.